intervenants. Donc voilà, donc juste quelques mots sur le Hub Retail, puisque effectivement il y a majoritairement, je dirais, des adhérents du Hub Retail et des futurs adhérents, donc pour les autres. Donc juste quelques mots. Donc le Hub Retail, comme vous l'avez compris dans le mail, c'est du partage d'expérience dans le commerce. Hein. Il y a on ne parle que commerce dans le Hub Retail, puisqu'il n'y a que des spécialistes du commerce, soit des enseignes, soit comme vous, des spécialistes du commerce. Donc voilà, donc on intervient dans la vraie vie plutôt sur le terrain. Donc on aime beaucoup le terrain. C'est la particularité du Hub Retail, c'est d'être d'abord un endroit convivial. Hein. Je pense que vous pouvez peut-être en témoigner pour ceux qui connaissent un peu. Et d'être régionaux. Donc on ouvre des clusters, ça c'est un peu la mode, dans les différentes régions de France. Donc, on a démarré en Rhône-Alpes, on a ouvert dans le Nord avec quelques intervenants ici, Maxence, Mélanie, tout ça. Antoine, Tony et autres sont dans le Nord. Donc voilà, on a ouvert Pays de Loire, donc comme le disait Cyril, avec Octave et Altavia Nantes. On va ouvrir sur la Suisse, donc Nicolas ici présent, il travaille ardemment. On va ouvrir en PACA, donc on va ouvrir comme ça en région, et on aime bien aller sur le terrain, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est, j'irais, en direct de Style avec nos amis d'Altavia, donc Ludovic, Annabelle, voilà, qui sont directement de Style, avec Jocelyn, le patron de Style. Je te laisse la parole, Ludovic. Écoute, merci Olivier, ravi de vous accueillir ce matin, effectivement, depuis le plateau. Pas le plateau. Nous sommes en direct, effectivement. D'abord, peut-être commencer par excuser Arnaud Tizy, qui devait être effectivement avec moi sur cette matinale. Bonne nouvelle, on rentre effectivement beaucoup de nouveaux contrats au sein de l'Altavia Aura, donc, notamment Orchestra qui est rentré récemment comme nouveau client sur le territoire de marque. Et donc voilà, malheureusement, il n'a pas pu se libérer. Et je vais représenter Altavia Aura. J'ai le plaisir effectivement de vous présenter avec Olivier ce qu'on a pu détecter comme innovation. Et c'est bien l'enjeu. Pourquoi ce matin on est chez Style, c'est d'abord pour montrer en fait et donner à voir on dit Retail Park, hein, ce centre commercial nouvelle génération. C'est quand même un projet qui est ultra ambitieux, qui arrive dans un moment où il y a encore 1 an et demi, la NRF disait qu'on était au bord du retail apocalypse, que le magasin était mort. On trouve intéressant aussi de voir qu'il y a des groupes qui ont de l'ambition, qui sont courageux. Je pense à Apsis, donc, qui a porté ce projet-là et qui donne du coup, par cette ambition, en fait, la possibilité à des commerçants de développer des concepts ici qu'on n'a pas vus et qu'on n'a jamais vus. Donc voilà, notre objectif ce matin, c'est vraiment vous donner cet aperçu de Style, premièrement, et deuxièmement, de faire des focus sur 4 magasins. Donc on a à la fois des images qu'on a fait il y a quelques jours, et puis on aura les patrons de magasins qui seront avec nous. Je ferai donc on passera les images, je ferai une petite interview, et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à leur poser, alors que ce soit pour Jocelyn ou pour les patrons de magasins qui seront là. La deuxième raison en fait de faire cette matinale spéciale Style, c'est en fait parce qu'on est, vous le savez, Altavia Aura, on est à Lyon et à Saint-Étienne, et on est fiers de ce projet. Et donc c'est l'occasion pour nous, effectivement, de donner à voir ce projet. Vous le verrez sur les images. Autant Saint-Étienne était avec un grand totem autour du design, notamment la cité du design, autant Style va devenir ce nouveau totem du territoire stéphanois, avec une ambition architecturale, Jocelyn reviendra dessus, et assez importante. Et enfin, la dernière raison de vous accueillir aujourd'hui sur Style, c'est le fait que effectivement l'agence Altavia Aura a réalisé l'accompagnement et le lancement du projet Style, et en 360, de la création from scratch des réseaux sociaux, de la production de tout ce qui est imprimé. Et si tu veux bien, Olivier, plutôt que de grands discours, on va déjà passer quelques images pour montrer ces différentes créations. Voilà, donc on va passer les images. Alors, excusez-nous peut-être si c'est un petit peu saccadé, on ne maîtrise pas tout le réseau. Donc voilà, mais bon, normalement, ça devrait marcher. Donc, je partage mon écran que vous devez voir avec Saint-Étienne. C'est bon? C'est bon. Ah ouais.
Je retiens surtout une aventure vraiment humaine, une super équipe, sympa, dynamique, bien sûr hyper professionnelle, d'une super efficacité. Un grand, grand merci. Donc j'ai juste envie de dire merci, merci, merci. Vous allez me manquer. Merci Altavia Aura. Voilà, merci. C'était pour montrer effectivement tout le panorama de ce qu'avait pu réaliser l'agence. On va donc, Jocelyn, bonjour. Bonjour Ludovic. Merci de nous accueillir ce matin donc, sous un soleil radieux, effectivement, dans le pavillon style. C'est le pavillon d'accueil où on peut retrouver l'accueil. D'ailleurs, il y aura potentiellement des pissons parce que l'accueil tourne encore et donc on a des cartes cadeaux qui sont en train d'être faites. C'est un lieu d'accompagnement des clients et des visiteurs. On peut y trouver toutes les informations qui concernent Style, mais aussi le territoire. C'est vraiment quelque chose qu'on a voulu préciser ici. Demain, à la réouverture de l'Opéra, par exemple, on pourra avoir toutes les informations qui concernent l'Opéra. On veut avoir vraiment cette petite dimension de micro-office de tourisme aussi à l'accueil de Style. L'accueil de Style, c'est aussi, du coup, là on ne le voit pas, il est devant nous, donc derrière l'écran, un lieu de coworking qui accueille tout à chacun en complètement libre accès. Demain, la zone que vous apercevez à l'écran, là, ce sera un espace lunch qu'on pourrait dédier par exemple aux entreprises. Et dernier point important de ce pavillon, c'est ce qu'on ne voit pas non plus ici, ce qu'on appelle le Microfolie, la Microfolie, qui est une initiative du ministère de la Culture et qui permet au travers d'un écran géant, un mur d'images, de pouvoir projeter des collections qui sont déjà prédéfinies, des œuvres toutes numérisées en haute définition, etc. Donc c'est vraiment, et d'ailleurs c'est plutôt un beau symbole en fait ce pavillon parce qu'on y trouve absolument pas que du commerce, on y trouve un lieu d'accueil pour les entreprises, on y trouve un lieu d'accueil pour la culture, on y trouve un lieu serviciel et ça représente bien, je trouve, Style dans son ensemble. Alors avant d'échanger, que tu nous présentes effectivement le retail par Style, est-ce que Olivier, tu peux nous projeter la petite vidéo qui avait été réalisée pendant l'inauguration? Comme ça, vous allez pouvoir visualiser d'emblée l'architecture. Je n'avais pas prévu celle-là, mais je peux faire. Attends. Une petite seconde et je suis à vous. Dans le cas régie. Ah oui, je te dis, bon, il faut prendre un peu de temps. J'ai prévu un peu de marge parce que je suis à la technique. Alors c'est. À vous, que j'ai. Vous avez le style là? Oui, ça marche très bien. Merci. Merci. Ça donne envie, de venir. Est-ce que tu peux, peut-être pour commencer, Jean-Sébastien, nous présenter en 2 mots le groupe Apsis avant qu'on fasse un focus effectivement sur le centre commercial? Ce sera un peu plus de 2 mots. Déjà, d'habitude, on me reproche de faire long, mais alors là, du coup, 2 mots, j'y arriverai pas. Apsis, une foncière immobilière, groupe historiquement français, présent néanmoins majoritairement en Pologne. Notre fondateur y avait trouvé un relais de croissance pour le retail. Il est devenu leader dans le monde du centre commercial pour le tout polonais, avec des projets totalement incroyables à chaque fois. C'est un peu la marque de fabrique d'Apsis de créer des endroits, des lieux de commerce et de rencontres qui sont à chaque fois
repris de zéro. C'est aussi ce qui fait toute la complexité des chantiers et des mises en place, parce que finalement, on récupère quasiment jamais rien de ce qu'on a fait avant. Donc ça, c'est pour la partie Pologne. Et en France, toujours membre, enfin actif très immobilier commercial, avec des actifs assez iconiques comme Beaugrenelle à Paris, comme Villeup également à Paris. Et on est présent sur une dizaine de sites en France, un petit peu moins, en Normandie, les Rives de l'Orne, à Muse, à Metz, Muse, juste à côté de l'amphithéâtre. Voilà, donc plusieurs lieux, tous toujours très bien réalisés, et surtout où il y a une attention particulière donnée à l'art. Je pense à Lucie, la statue qui est derrière nous de David Mesguich, mais c'est aussi ça la marque de fabrique d'Apsis, que de vouloir venir mettre un petit peu, de diversifier le parcours client en teignant ça d'art et de culture. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le projet style, avant de dire ce qu'il est aujourd'hui, mais effectivement, qu'est-ce qui a guidé le groupe Apsis dans ce projet ici à Saint-Étienne? L'amour du foot. Non. L'idée, c'était de répondre à un concours, et le concours était quand même plutôt simple en fait. C'était comment on fait pour, comment les autorités stéphanoises font pour faire fondre l'évasion commerciale qu'il pouvait y avoir du territoire ligérien vers le territoire du Rhône, par exemple. Et a été donc décidé de réaliser un pôle commercial. Ce pôle commercial avait donc fait l'objet d'un concours sur des terrains qui appartenaient à l'EPAS, l'aménageur public de Saint-Étienne, sur 16 hectares. Le concours a été remporté par Apsis, et c'est ce qui a donc motivé la réalisation de style. C'est vraiment le fait d'éviter que du pouvoir d'achat ligérien ne parte du territoire, et plutôt même faire revenir en fait de plus loin les départements voisins. Il y a quelques partis pris qui sont assez forts dans ce projet style. On en parlait tout à l'heure avec l'ouverture, on est effectivement dans un centre commercial en plein air, mais aussi un gros travail autour de tout ce qui est espace vert, arborescence. Il y a eu un projet assez fort. Il y a 37 000 m² d'espace vert. Si on prend toutes les surfaces commerciales hors réserve, on est à peu près à 50 000. Donc, je ne vais pas dire que c'est 1 pour 1, mais ça fait quasiment 40 000 pour quasiment 50 000, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. C'est des milliers d'arbres plantés, des dizaines de milliers d'arbustes plantés. Il y en a vraiment partout, tous avec d'ailleurs, ils sont en train de fleurir, et c'est assez incroyable à voir. Là, dans une semaine, tout sera propre, et là, ce sera vraiment superbe. Il y a un vrai parti pris végétal qui, d'ailleurs, aboutit sur une labellisation, puisqu'on est Biodiversity, qui est un des premiers centres labellisés Biodiversity, qui, au-delà de fait d'avoir planté des arbres, c'est évidemment même quasiment une minorité en fait par rapport à tout ce qu'il y a à faire pour respecter ce label environnemental, mais ça atteste aussi la volonté de vouloir s'inscrire dans le territoire avec des espèces qui sont propres au territoire. Hein. On a pastiché en fait les collines du Pilat. Vraiment, il y a un parti pris végétal très intéressant. Et culturel également, j'en parlais tout à l'heure, mais on a Lucie de David Mesguich qui fait de mémoire 12 mètres de haut. On a 3-4 fresques sur le site qui ont été réalisées également par un artiste contemporain. On a le Trotty Park qui est une aire de jeu spécialement conçue pour les enfants pour pouvoir y faire de la trottinette. Et du coup, ça amène des partenariats avec le retail, puisque qui mieux que Decathlon pour pouvoir acheter sa trottinette, et quoi de mieux que le Trotty Park pour pouvoir l'essayer. C'est quand même vachement plus sympa que sur les moquettes de Decathlon finalement. Et donc ça appelle là aussi des partenariats avec l'enseigne. Et on voit le mercredi, je crois, notamment le mercredi et le week-end, le petit chariot Decathlon. Exactement, ils ont très bien fait ça. C'est un trolley Oxelo, la marque en fait ride de Decathlon. Et en fait, ils viennent faire pendant 1 heure une animation sur le Trotty Park. Et ça se transforme très très vite, parce que pendant que le gamin joue pendant 30 minutes avec sa trottinette, déjà il s'amuse, c'est vachement bien, il est dehors, et puis après il a du mal à la quitter, quoi. Donc ça fait partie aussi des équipements qu'on a créés et qu'on a réfléchi pour mettre à disposition et favoriser en fait un peu l'activité de nos commerçants.
L'autre dimension que tu as apportée, toi, là, pour le coup, c'est vraiment ce lien avec le territoire. Tu voulais, pas que ce soit quelque part un château dans le ciel, un style, mais tu as cherché, et tu cherches toujours d'ailleurs, tout au long de ta journée, de te dire comment je peux impliquer les acteurs du territoire, alors les commerçants du territoire pour commencer, mais dans tout un tas de dimensions, cette volonté que vous avez aussi d'être dans un ancrage finalement local qui est assez fort. Alors, nous, on a l'avantage d'être neuf, d'être beau, même si c'est très objectif, très subjectif, pardon, d'être grand. Et en fait, ça implique qu'on soit vu de loin et qu'on fasse venir de loin aussi. C'est un avantage pour les acteurs du territoire local. Je parlais de l'opéra tout à l'heure. Mais il y a des partenariats qui vont être mis en place avec l'opéra. Alors malheureusement, depuis septembre, le monde de la culture est un peu en berne, mais il y a aussi des partenariats en prévision avec l'école du design. On a une volonté forte de tisser des liens avec l'association des commerçants. On essaie toujours, mais ça peut être aussi comment dire, projeter des relations une relation obligatoire, je pense notamment avec les services du département de l'incendie et de la sécurité, le SDIS. Eh bien, nous, on va pousser plus loin le curseur en disant bah, OK, on a besoin de vous pour les commissions de sécurité. OK, évidemment, on respecte tout un tas de mesures légales, évidemment. Mais comment on fait pour vous aider? Comment on fait pour vous profiter? Et ça, eh bien, ça se traduit en exercices qui sont réalisés à style pour les services du SDIS, mais également des journées de sensibilisation, des journées d'exercices pour le public. Donc, vraiment, toujours aller plus loin dans la relation avec les acteurs qui pourraient être des acteurs obligatoires. Bien là, on va plus loin dans la relation et on les implique toujours plus au process, quoi. Et l'autre élément que je trouve aussi intéressant, c'est que vous avez donné la possibilité à des commerçants d'expérimenter. Et je voudrais parler des kiosques et notamment de Style Mobile, qui est un projet dont on a beaucoup partagé tous les deux. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de cette capacité finalement à dire je veux faire des essais, peut-être pas tout de suite prendre les grandes surfaces? Deux sujets, les kiosques. Les kiosques, ce sont des petites boutiques de 20 mètres carrés qui sont équipées et qui permettent à des commerçants de tester leur commerce, de tester leur concept pendant 6 mois, pendant 1 an. Ma régie personnelle me dit dans l'oreillette qu'ils ont quasiment tous re-signé en fait, pour une année, parce que le contexte économique a fait qu'ils n'ont pas été totalement convaincus par leur concept, pas encore. Mais par contre, ils sont convaincus de leur pertinence à style, donc ils veulent continuer, et donc quasiment tous là ont prolongé, et dans un futur très proche, tous l'auront fait. Et ça, c'est vraiment aussi un des éléments Capsys, d'ailleurs, travaille depuis longtemps, puisque là, ici, on est sur des petites cellules de 20 mètres carrés qui sont indépendantes, en extérieur, comme toutes les autres boutiques de style. Mais à Beaugrenelle, vous avez fait… Exactement, c'est exactement là où j'allais en venir, c'est qu'à Beaugrenelle, à Muse, qui sont là des centres commerciaux d'intérieur, on a aussi réservé un endroit dans le centre à ce qu'on appelle la Collection Buy, et qui est une boutique éphémère qu'on met en test. Et le deuxième objet que tu citais, c'était la Style Mobile. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose que moi, j'ai phosphoré, que j'ai rêvé et qu'on a réalisé. Je me disais, on a 16 hectares de terrain. Comment on fait pour animer ces 16 hectares de manière efficace, un peu guérilla urbaine, guérilla marketing, sans trop de coûts, parce que en fait, animer, ça coûte. Et comment on fait pour mettre à disposition un espace comme ça, tantôt devant la fontaine, tantôt devant le pavillon, tantôt sur la place des Pins. Tout ça, c'est des endroits de style qui sont tous au même endroit, mais l'un des autres de 500 mètres quand même. Et est venue l'idée de cette Style Mobile, qui est un petit cube mobile, comme son nom l'indique, et qui peut déplacer n'importe où, avec un barnum, donc qui peut être un lieu, et qui a été finalement un lieu de commerce. On l'a prêté à des entreprises du coin, je pense notamment à Je suis art. Je ne sais pas si derrière nous, vous voyez 2-3 objets, et c'est
comment dire, Designer. un designer local qui a pu s'exprimer et on lui a mis à disposition, c'est lui notamment qui les skylines qu'on peut voir un petit peu partout, les bâtiments alors il fait plusieurs villes, mais notamment Saint-Étienne. Bref, on lui a mis à disposition ça pour qu'à Noël, il puisse vendre 2-3 de ses produits. On l'a mis à disposition de Leroy Merlin parce que ça, c'était la dimension commerciale événementielle, mais on peut aussi le mettre en soutien commercial. C'est-à-dire que, je n'en ai pas parlé, mais il est sur 2 plateaux. En gros, si je schématise à fond, c'est sur 2 plateaux, séparés l'un l'autre de 16 mètres. Quand on est en haut, ce qui représente 75% de la surface, on ne sait pas forcément en bas. Et on ne sait pas forcément tout de suite que Leroy Merlin y est. C'est une destination c'est un lieu de destination. Donc les gens y vont parce qu'ils ont envie d'aller à Leroy Merlin et il en parlera mieux que moi, mais c'est aussi un concept tout à fait incroyable, ce qui fait la force de style. Mais on se demandait comment on peut faire pour dire en bas, de manière événementielle, il y a le roi. Eh bien, on leur avait mis à disposition cette style mobile. Ils étaient venus faire une animation en haut en disant nous, on est en bas. Et donc, ça montre bien aussi que ça peut être un soutien aux commerçants. Je pense notamment également à l'Escape Game, malheureusement fermé avec le contexte sanitaire. Eh ben, on lui a dit c'est pas grave, tu es fermé. Tu es du côté des restaurants. Les restaurants sont eux aussi fermés ou un petit peu amputés. Et donc, du coup, tu as moins de flux là-bas. Puis, dans tous les cas, ils ne peuvent pas rentrer chez toi puisque le flux n'a pas le droit de rentrer dans les activités de loisirs. Eh bien, c'est pas grave, tu vas garder du lien avec tes clients. Et on avait fait une animation, on va en refaire une dans pas longtemps, Escape Game, où elle vient expliquer, vient reprendre, faire un petit jeu avec les futurs clients, etc. Donc, ça permet de garder du lien. Et ça, du coup, très, très vite, sans rien faire, elle déporte son activité sans aucun coût à un autre endroit. Et il y a évidemment aussi tout ce qui est animation. Ça nous sert énormément pour les animations. Et le meilleur exemple, c'est de se dire comment on fait pour Noël. On a le fameux Père Noël en mode Covid. On ne va pas le mettre dans une bulle. Enfin, c'est compliqué. Comment on fait pour accueillir ça dans les meilleures conditions? Et bien là encore, la réponse, ça a été style mobile. Et en fait, on l'a transformé à complètement moindre coût, ce qui nous a évité de théâtraliser, d'acheter un grand siège, etc. Donc là encore, réduction des coûts. Et on l'a transformé, cette style mobile, en trône pour le Père Noël, avec une petite chaînette pour éviter que les gens ne s'en approchent pour les règles de distanciation, etc. Donc c'est vraiment un outil très malin qui nous permet de déployer soit un soutien, soit une animation, soit de créer de la richesse en faisant une animation commerciale. Et ça, elle en est à différents endroits du centre commercial. Inauguration mi-septembre du centre, dans une période et une année 2020 quand même un peu particulière. Est-ce que tu veux nous donner quelques éléments sur le contexte dans lequel on avait d'ailleurs une première inauguration qui était en avril, historiquement? Exactement, on a eu plusieurs reports de l'inauguration. Ça a été dû à la période évidemment compliquée du Covid. Ça a failli être mai, puis finalement ça a été en pleine période de confinement, donc non. Report avec les travaux, etc. 16 septembre décidé, 16 septembre réalisé. Mais tous les jours, autant dire que la préfecture m'appelait pour me dire en fait non, en fait oui, il y a 10 boutiques, en fait oui, il y a 10 personnes, en fait oui, il y a il y a un banquet, en fait oui, non, un service à table avec des gens assis. Enfin, ça a évolué à peu près toutes les 6 heures. Donc ça a été une période assez rocambolesque, mais on a pu ouvrir néanmoins dans des conditions qui étaient les meilleures, avec une affluence qui a été tout à fait incroyable. Une petite appréhension qui était sur le respect des gens dans les gestes barrières, etc. Et en fait qui a été tout de suite levée. On ne s'en rend pas bien compte, mais les gens se sont très vite habitués au masque. Le 16 septembre, le masque n'était pas du tout obligatoire sur le territoire français. Nous, on a décidé le 15 au matin de le rendre obligatoire à style. Donc ça veut dire réadhésiver l'intégralité des supports, etc. Et donc on a pu quand même voir que les clients se sont très très vite mis à ces règles de distanciation. Et puis maintenant, c'est complètement devenu la règle. Et on a vraiment, dans une journée, quasi pas la problématique d'un client qui ne veut pas le mettre. C'est souvent des jeunes, c'est souvent en période de vacances scolaires, mais c'est presque le jeu, j'ai envie de dire. Et donc, ça se passe très très bien, malgré un contexte qui est quand même très difficile. Alors, on est à 6 mois du coup de cette inauguration. Est-ce que tu as des éléments chiffrés, en tout cas un premier bilan que tu peux tirer après l'ouverture?
bon, les chiffres sont sortis dans la presse il n'y a pas très longtemps. On est à 2 millions 3 de visiteurs, ce qui est quand même une performance assez importante, sachant qu'on a été fermé un mois, qui est le mois de mi-octobre à novembre, en fait. Donc, ça a été vraiment ça a impacté évidemment la fréquentation, mais ça nous a néanmoins permis d'atteindre les 2,3 millions. Donc, vraisemblablement 2,5 millions si on n'avait pas eu ce trou d'air. C'est une ouverture de boutique par mois depuis l'ouverture. C'est-à-dire qu'on a eu un tout nouveau concept Milome qui s'est implanté. On a Camailleux qui a ouvert. On a King Jouet qui est le seul magasin King Jouet en France, qui est incroyable. On va le montrer tout à l'heure. Qui a un concept tout à fait incroyable et qui a ouvert également. Alors lui, il a ouvert pendant le confinement, ce qui est quand même assez incroyable. Les premiers clients qui sont rentrés, ça a été des clients qui sont venus pour le click and collect. Et pendant un mois. Ouais. Donc, la véritable ouverture a eu lieu en novembre. Ça, c'était totalement UBS. Donc, en fait, chaque mois, on a un nouveau concept qui ouvre. Et on a très vite, avec le loisir qui réouvrira, je l'espère au plus vite, le plus grand parc indoor de loisirs qui va ouvrir, qui s'appelle Seven Square, et où on pourrait retrouver un laser game, un bowling, un trampoline park, etc. Plein de concepts comme ça, un mur d'escalade, un parcours warrior pour les enfants, un parcours warrior pour les adultes, et qui va ouvrir dès que les loisirs pourront. Donc là encore, ce sera une nouvelle ouverture qui montre que chaque mois, il y a quelque chose qui se passe à Style. Et un autre chiffre, c'est 4,5 parce qu'il y a une mezzanine, mais c'est en gros 4 boutiques qui restent à commercialiser à Style sur 75 coques, ce qui est quand même une très très belle performance dans un contexte aussi particulier. Merci Jocelyn. Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations par rapport effectivement au projet Style avant qu'on découvre les 4 magasins qu'on vous a sélectionnés avec Olivier? Vous pouvez utiliser le chat d'ailleurs pour les questions, pendant les vidéos, vous pouvez taper une question et autres. N'hésitez pas. J'ai une question. On est là pour ça. Allez. Alors, je ne vous connaissais pas. Comment vous êtes, vous êtes concurrent, j'imagine, des autres prestataires qui gèrent les parcs commerciaux, les centres commerciaux. Je pense notamment à Lyon, à Confluence et à La Part-Dieu. Unibail notamment, comment vous vous positionnez par rapport à eux? Est-ce que vous avez un concept différent? Votre concept est différenciant d'une part, mais comment vous démarquez-vous? Et puis une deuxième question qui est assez identique, comment vous démarquez-vous par rapport à Marc Avenue et à d'autres lieux comme Marc Avenue qui sont plutôt pas le discount, mais en tout cas dans le magasin d'usine? Eh ben, merci pour la question. Le premier, c'est pas moi qui vais le dire, c'est Maurice Bancé, qui est le président d'Apsis, qui disait de manière très malicieuse, on est les plus gros des plus petits et les plus petits des plus gros. C'est exactement comme ça qu'on se définit. Et on reste une boîte familiale, ce qui est quand même assez incroyable, mais ce qui permet d'amener la situation là où j'en parlais tout à l'heure, qui est à chaque fois, sur chaque concept, on part from scratch. C'est vraiment de zéro, et c'est l'artiste qui va bien à cet endroit-là, c'est cette boutique qui va bien à cet endroit-là. Style ne ressemble à aucun autre centre qu'on peut avoir, mais si je fais un parallèle avec Altavia, que vous connaissez un peu, eh bien, c'est là aussi un tout nouveau concept de marque en fait, qu'on crée, une identité qu'on crée. Donc, à chaque fois, en fait, les centres Apsis sont des centres tout nouveaux, cousus de A à Z. Et c'est ça vraiment la marque de fabrique. Notamment face à un Unibail qui est pour le coup, lui, une société cotée, une société extrêmement forte avec un board tout à fait, enfin c'est vraiment des structures qui sont financièrement gargantuesques, quoi, et qui ont des très gros concepts et qui viennent, même si à chaque fois ils s'implantent vraiment beaucoup dans le territoire, hein, attention, ils viennent dupliquer aussi beaucoup de choses qui fonctionnent très bien. Et concernant Marc Avenue, vous avez répondu tout seul à la question en disant que c'était finalement des outlet parks. Donc le Marc Avenue est vraiment sur ce secteur-là. Donc c'est vraiment des deals avec des enseignes, et pour le coup ce sont des parcs qui viennent faire venir de très très loin.
Mais là, pour le coup, ce n'est pas du tout ce qui était l'attendu du territoire ligérien. Hein. Dans un arc avenue, la récurrence de visite, elle n'est pas énorme. Là, parce qu'on ne va pas tous les jours dépenser de l'argent dans des marques qui sont en général un peu plus premium. Là, on est vraiment sur des boutiques d'entrée de ville, des concepts d'entrée de ville, et qui sont là pour vraiment stopper, comme je le disais tout à l'heure, le fait de partir et donc de revenir, mais de manière régulière. Et à Style, on a mécaniquement, qu'importe le profil, la possibilité de venir tous les jours. C'est-à-dire que ça peut être Leroy Merlin, ça peut être Decathlon, ça peut être la boutique de vêtements, ça peut être le restaurateur, etc. Merci. On a prononcé Leroy Merlin, on y va. Alors, merci beaucoup, Justin, d'être présent avec nous et encore pour ton accueil ici à Style aujourd'hui. Merci beaucoup. À très vite. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. J'ai oublié de dire qu'il faisait toujours beau à Style. Non, parce qu'on ne dit que la vérité. Il ne fait pas toujours très beau, mais on sera toujours très content de vous accueillir quand même. Mais les images qu'on a fait, on montre qu'il y avait du soleil. Bon, LightRoom, c'est exceptionnel. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Est-ce que, Olivier, tu lances du coup le… C'est parti. C'est parti, merci à toi. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau magasin de Leroy Merlin Saint-Étienne Style qui a ouvert ses portes au mois de septembre 2020. Alors, c'est un magasin qui a été effectivement construit en collaboration avec les équipes de l'ESN sur notamment la partie digitale, qui est une partie où on a surdimensionné un petit peu. À travers quoi? À travers des télés au sein de notre magasin, où on diffuse des messages qui sont dédiés à la vente de nos services. On fait effectivement du conseil, mais on a essayé d'aller un petit peu plus loin, notamment à travers les zones de testing, qui permettent à nos clients en fait de mettre en pratique, de tester les produits, comme par exemple les produits électricité, les Wago, si on cite un exemple. On a essayé de montrer à nos clients qu'ils pouvaient utiliser les produits avant de les acheter, tout simplement. Parlons Maison, c'est quasiment une solution clé en main pour nos clients, que ce soit au niveau de leurs paysagistes, décoratrices, etc. Où différents corps d'artisans et de métiers vont se mettre au service de nos clients. En temps normal, hors contexte sanitaire, on donne des cours sur place, en moyenne 4 à 5 cours par semaine, plus après certaines animations où on va proposer par exemple des anniversaires enfants. Là, on allait mettre en place justement des after-work pour que les gens puissent venir soit entre amis, soit avec des collègues de boulot pour fabriquer des objets, des choses comme ça. Alors en général, ils sont plutôt contents, plutôt satisfaits. Je dirais même qu'il y a presque une forme d'adhésion qui se fait parce qu'en général, les clients qui assistent à un cours, on les voit pendant 2-3 cours par la suite. Les ateliers sont animés soit par des coachs professionnels, soit par moi-même. Ça dépend lesquels, soit par des artisans extérieurs, mais avec qui on est en partenariat. À vous. Merci, le quart régie. J'ai le plaisir d'accueillir du coup Grégory, qui est le directeur du magasin Leroy Merlin Style. Bonjour Grégory. Bonjour, ça va? Ouais, bien. Et vous? Oui, très bien. Bon. C'est le beau temps, donc ça fait plaisir. C'est clair. C'est le premier concept qui effectivement voulait vous faire partager. Alors vous avez vu pas mal déjà d'éléments dans la vidéo. Et peut-être pour démarrer, Grégory, la question qu'on se pose dès qu'on rentre en fait dans le magasin, c'est qu'on s'est dit que vous avez dû passer du temps à se dire, si on ouvre ce magasin, c'est pour faire quelque chose de, on va dire, différent, pour ne pas dire innovant par rapport à ce qu'on a fait historiquement chez Leroy Merlin. C'est quoi les besoins que vous aviez envie de servir finalement chez vos clients et qui, on le voit, se retrouvent en image de quoi vous êtes parti finalement pour dire on va projeter ça? Bonjour à tous. Alors le magasin, effectivement, il est décalant et innovant. On est beaucoup parti du besoin habitant. Donc on a vraiment fait un concept très disruptif. Donc on est parti de la consommation de nos habitants, donc de la Loire et des Stéphanois. Et donc on a adapté le magasin par rapport à leurs besoins. Donc j'ai quelques exemples. Dans nos magasins Leroy Merlin, d'habitude, on rentre sur des très grands podiums à l'entrée du magasin. Nous, on a volontairement voulu mettre en avant le luminaire extérieur. Pourquoi? Parce qu'un cinquième de la dépense des Stéphanois, elle est faite autour du jardin.
On a 60% de nos habitants stéphanois qui sont en maison, 50% de ces habitants qui sont propriétaires d'une maison. L'habitat stéphanois est plutôt très grand, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup creusé le besoin des habitants. Et je prendrai par exemple 2 exemples. La première dépense des Stéphanois, elle est autour du jardin, et la dernière dépense des Stéphanois, elle est autour du rangement. Et volontairement, dans le magasin, on a poussé le rangement en se disant, c'est pas parce qu'ils ne consomment pas qu'on ne va pas aller plus loin sur cet univers-là. Tout à fait clair. Et ça s'est décliné effectivement sur, on va dire, les mètres carrés dédiés à telle ou telle activité, mais aussi du coup dans ce qu'on a pu apercevoir. Alors, on le verra d'autant plus quand on sera sorti de cette crise sanitaire, mais vous avez, je trouve, porté une attention très forte sur justement donner la capacité soit à faire soi-même, hein, dans la logique un peu do it yourself avec… on l'a vu des ateliers, mais on discutait avec Grégory quand on a visité le magasin. Le fait que maintenant vous avez des tutos en ligne, c'est-à-dire on peut, si on ne peut pas le faire en présentiel, en tout cas on peut s'inscrire en ligne, effectivement avoir des cours et pouvoir, vous nous transmettez finalement du savoir. Comme si on n'est pas très bricoleur, c'est mon cas, ouais. J'ai capacité du coup à venir dans votre espace et à avoir des rendez-vous avec des artisans locaux. Et ça, je trouve aussi intéressant le côté que vous avez voulu aussi ancrer et valoriser finalement les savoir-faire du territoire. Effectivement, on a mis en place dans le magasin 2 concepts. Le concept historique de Leroy Merlin qui est campus. Voilà, je prends rendez-vous pour poser du carrelage, poser du parquet, poser un disjoncteur. Et on a créé aussi un concept où on a développé tout ce qui tourne autour du make it et du do it yourself. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a une vraie tendance aujourd'hui. Les gens en ont marre d'avoir la même lampe que leurs voisins. Les gens en ont marre d'avoir le même produit que dans le quartier. Donc voilà, on a beaucoup développé ça. On a mis en place aussi des partenariats avec des repair cafés. Voilà, avec la possibilité de venir réparer sa tondeuse, réparer sa machine à laver, réparer d'autres outils. Et puis aussi, vous avez dû le voir dans le film, on a fait aussi à l'entrée du magasin un espace qui s'appelle Parlons Maison. Parlons Maison, c'est bien un concept qui nous permet d'être l'évidence habitat. Et l'évidence habitat, c'est la ligne directrice de Leroy Merlin. C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un habitant pense Leroy Merlin dès qu'il a un besoin. Et pour illustrer ça, je prendrai un exemple. Nous, aujourd'hui, on vend des tondeuses, on vend des taille-haies. Par contre, nous, on n'est pas capable de proposer à un habitant de lui couper tout son jardin ou de lui refaire toutes ses… Et donc, Parlons Maison est un espace qui permet de mettre en relation des partenaires internes ou externes pour proposer une solution. Donc, je viens acheter ma tondeuse chez Leroy Merlin à Saint-Étienne Style. Par contre, j'ai la possibilité, le mardi, par exemple, de 14 h à 17 h, de faire venir un paysagiste dans le magasin qui vient proposer ses services. Et nous, on est là pour mettre en relation l'habitant avec le prestataire pour dire, voilà, on peut venir chez vous, on peut couper vos haies, sachez que vous avez une réduction d'impôt, etc., etc. Donc, on le fait avec des courtiers, on le fait avec des paysagistes, on le fait avec une décoratrice, on le fait avec une société qui ramasse les gravats. Donc voilà, on était très très loin dans le fil de ce qu'on appelle chez nous l'évidence habitat. L'autre élément qui est notable dans ce concept ici à Style, c'est qu'on voit beaucoup plus d'écrans qu'ailleurs dans votre magasin. Donc vous renvoyez aussi vers l'appli, vers l'usage du digital. Et on a l'impression que de fait de renvoyer vers l'appli l'usage du digital, ça libère quelque part aussi le temps de vos collaborateurs pour être en capacité d'être un peu plus sur le conseil. Et on voit là aussi des espaces que vous avez créés. Alors évidemment cuisine salle de bain, mais je pense aussi à l'espace particulier où on peut tester des scies et du coup finalement de libérer du temps à vos collaborateurs pour être encore un peu plus vers le service. Effectivement, si j'ai 2 choses à illustrer, alors la première autour des écrans, effectivement, on a mis beaucoup d'écrans dans le magasin pour relayer des informations autour des services, autour de tout ce qu'on peut faire. Et aussi, on a développé ce qu'on appelle chez nous la notion de digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir dans nos magasins 300, 400 000 références. Et aujourd'hui, voilà, nos acteurs sont plutôt des acteurs concurrentiels sur tout ce qui est web. Et donc, on a développé sur le magasin des QR codes géants qui permettent de rendre autonome le client en se disant, ben voilà, pareil, je prends l'exemple d'une tondeuse. Moi, j'ai besoin d'acheter un Riders. On n'a pas la possibilité de mettre 20 ou 30 autoportés dans le magasin. Eh ben, le client, il a la possibilité de prendre son smartphone et directement de scanner et d'arriver directement sur leroymerlin.fr et d'arriver sur notre marketplace. Et puis, pour illustrer aussi ce qu'on disait sur le fait de pouvoir tester, on a par exemple reproduit le garage d'un habitant. Ouais. Parce qu'à Saint-Étienne, on a des maisons qui sont très grandes. Et puis, on s'est dit, tiens, aujourd'hui, on va pousser plus loin. Et donc, on a reproduit le garage de madame ou de monsieur. Et puis, on a été jusqu'à mettre des produits, ce qu'on appelle chez nous des gammes P, des gammes promotionnelles, des produits qui ne sont pas forcément des produits qu'on vend dans notre gamme. Et puis, de se dire, bah, voilà, monsieur ou madame, votre garage, comme de nombreux Français, souvent, on y entasse des cartons. Là, vous avez possibilité de pouvoir adapter. Voilà.
Et puis pour terminer, on a aussi équipé tous nos collaborateurs de smartphones. Ça, c'est une très grande première. Hein. Et on a donc les 25 000 collaborateurs de l'entreprise et on a été magasin test. Donc, on a fait partie des 5 premiers magasins. Et donc, tous les collaborateurs de Leroy Merlin Saint-Étienne Style, l'intégralité des collaborateurs, c'est-à-dire une hôtesse de caisse, un employé logistique, jusqu'au directeur de magasin, on a tous un smartphone à la fois professionnel et personnel, avec toutes les applications de l'entreprise, mais aussi ces applications personnelles, qui nous permet aussi d'être connectés et d'avoir le même outil que nos habitants. Top. Est-ce que vous avez, côté participants, une ou deux questions, même si le maître du temps regarde, je vois Olivier, s'il y a la place pour une question. Il y a encore 3 minutes. Question pour Grégory? Peut-être une question, Grégory, sur quels sont les projets de Leroy Merlin Style? Qu'est-ce qui manque? Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin dans le phénomène qui est autour du Covid. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur le marché le plus porteur de France. Voilà, il faut le dire avec beaucoup d'humilité. Hein. Aujourd'hui, nous, on est sur un marché qui explose. Hein. Nous, depuis le 11 mai, on est sur des croissances à plus de 20%. Hein. Donc, c'est colossal. Donc, nous, la tendance, elle ne ralentit pas. On est sur plein emploi, on n'arrête pas d'embaucher. Et quand je parle de tendance, ça veut dire qu'il faut qu'on réinvente aussi notre business. Je prends par exemple l'exemple du retrait 2 heures, du click and collect. C'est des choses qu'on savait que ça marchait, mais avec l'effet du Covid, ça s'est amplifié. Ça s'est amplifié, donc il faut qu'on aille beaucoup plus loin demain. Donc, on a déjà à Style des emplacements où les gens viennent se garer sur des emplacements 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12. Voilà, il faut qu'on aille beaucoup plus loin parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus perdre de temps. On a développé aussi le Ship from Store. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de venir sur leroymerlin.fr et d'avoir avant minuit votre produit livré chez vous s'il fait moins de 30 kg gratuitement. Et après, on a des tarifs très agressifs. On est passé sur du 2,90 livré en 4 jours et du 6,90 livré en 24 heures. Donc voilà, donc ça fait partie des futures étapes. Et puis la dernière chose qu'on essaye de pousser avec mes équipes, c'est la vente à domicile. Parce que moi, je suis convaincu qu'on doit rentrer dans l'intimité des gens. Parce qu'aujourd'hui, le bien le plus important des Français, c'est l'habitat. Et puis aujourd'hui, le Covid, malheureusement, nous le confirme aussi. Parce que les gens se sont regroupés dans leur habitat. Donc voilà, donc on a commencé. On a testé dernièrement la vente à domicile. Et puis j'ai un exemple à illustrer. On a dernièrement été juste chez une cliente qui nous a dit, voilà, j'aimerais refaire ma maison avec vous. Et puis on lui dit, pas de problème. Et puis donc on a envoyé un coach projet, on a fait toute une étude. Et puis on a proposé à l'habitant, qui est devenu maintenant notre cliente, de la reloger. Donc on l'a relogée dans un Airbnb pendant 2 mois, donc du 24 mai au 24 juillet. Et puis on lui a dit, en échange, madame, vous nous laissez les clés de votre maison. Et puis on a signé un contrat de 35 000 €, qui est quand même un gros contrat. Et donc vous voyez, c'est une façon aussi de réinventer notre business et puis d'aller chez le client et que le client ne vienne plus dans le magasin. Excellent. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir pris du temps pour nous rejoindre ce matin. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée. Olivier, je te laisse lancer la vidéo pour Boulanger. On va accueillir Kamel. Bonjour à tous. Vous êtes chez Boulanger Style, qui a ouvert le 16 septembre dernier. Là, vous êtes dans les ateliers. Les ateliers, c'est ouvert à tout le monde. Les ateliers, c'est déjà pour nos clients, forcément, mais les personnes qui les animent, ça va être nos équipes. Et pourquoi pas demain, nos clients. Nous avons des clients qui ont des passions. Et la passion, ça se partage. On va au-delà de ça. On va imprimer une pièce détachée qui est introuvable. On va aller recharger des cartouches d'encre dans le bar à encre et protéger un écran de téléphone, de tablette ou de montre connectée. Vous pouvez tester les machines, vous pouvez boire un café. On a un partenariat local avec Chapuis. Café Chapuis est vendu chez nous au kilo. Il est vendu aussi en paquet. Voilà, donc ici, c'est vraiment le coin de dégustation. Alors ici, tu es dans le Beauty Bar. Donc le Beauty Bar, c'est un lieu où on peut se faire beau, se faire belle. On a des partenariats. J'ai par exemple Sébastien Loria, qui est un coiffeur local, qui est venu faire un concours de la plus belle barbe. Alors ici, on peut danser, ouais, on peut chanter aussi. Ici, on a le home studio
Le home studio, c'est là où on peut tout tester. On a une gamme d'enceintes et tout est testable, que ce soit les enceintes ou les amplis. On est chez Focal, on est à Saint-Étienne, donc forcément, Focal toujours bien en avant. Alors ici, vous avez tout pour cuisiner, mais vraiment tout. Vous avez le four, vous avez le micro-ondes, vous avez le réfrigérateur. Cet atelier-là, il n'est pas ouvert qu'à nos équipes, il est ouvert aussi à tous nos restaurateurs. Ici, on peut imaginer plein de choses. Demain, on peut imaginer qu'un restaurateur vienne présenter et montrer tout simplement ses spécialités. Voilà. Et désolé pour le siglage, je n'avais pas fait attention. Merci Olivier. Bonjour Kamel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue. Merci de prendre de ton temps pour venir effectivement répondre à quelques questions ensemble et pour les personnes qui sont connectées. J'ai envie de commencer. On voit et on a montré évidemment beaucoup d'endroits où il y a des ateliers où on peut faire des choses. Finalement, qui sont ces personnes qui animent ces ateliers? Alors, pour vous parler un petit peu de l'atelier, l'atelier il est ouvert bien évidemment à tout le monde. Il y a nos équipes forcément, avec des personnes qui aiment partager ses passions. Je fais un petit clin d'œil à Eva, Anthony, Tarek, Marcelin, Jérémy, Kevin et je peux en citer d'autres qui ont animé ces ateliers, qui font partie de nos équipes. Mais il est ouvert aussi à nos clients qui ont une passion et qui souhaitent partager leur passion. Voilà. Dans le magasin, nous avons aussi qui anime les ateliers, nous avons Nicolas. Donc, Nicolas, c'est notre technicien qui est en magasin, qui est pratiquement en permanence en magasin, et Marcelin qui, lui, fait partie de Bedom. Bedom, c'est boulanger à domicile. Voilà, c'est une société qui fait du service à la personne, voilà, tout simplement. Ça veut dire, par exemple, si je suis aujourd'hui, je fais des cookies, que j'ai un petit réseau sur Instagram, je peux venir dans le magasin Boulanger Style, inviter ma communauté et faire une animation au sein du magasin avec la cuisine. Si tu maîtrises le cookie, tu es le bienvenu. Voilà, je t'inscris dans l'atelier, le prochain atelier. Donc, c'est vraiment ouvert. C'est complètement ouvert. Complètement ouvert. Voilà. Et essentiellement, c'est bien nos équipes et après, voilà, tout le monde est le bienvenu. Ouais, un Stéphanois qui a envie de partager sa passion peut utiliser vos équipements pour venir le faire. Tout à fait. Et au final, les réactions des clients, parce que c'est une offre qui est quand même assez nouvelle et qui peut parfois peut-être paraître un peu étonnante de retrouver un barbershop à l'intérieur d'un boulanger ou effectivement de pouvoir faire un restaurateur qui peut faire de la cuisine le midi dans votre restaurant. Comment réagissent les clients à cette offre? Alors, ça surprend, mais les clients sont enchantés. Moi, tous les ateliers qu'on a mis en place, réellement, nos clients ils nous disent que ça leur simplifie la vie et voilà, ça leur donne un accès à la technologie qui pour eux paraissait voilà, inaccessible. Très clair, quand on voit qu'on peut remplir ses propres imprimantes, qu'on peut soi-même protéger son téléphone portable, c'est plutôt des choses qu'on redonnait à d'autres professionnels pour le faire. Quoi, absolument, tout à fait. Que vous retrouvez dans notre magasin, du coup. J'ai même vu une petite imprimante 3D où je peux venir avec mon plan, dire voilà, je veux faire cette petite pièce dans mon lave-vaisselle qui me manque et capacité à produire cette pièce dans votre magasin. Alors, si tu as une voiture des années 30 et que tu n'arrives pas à avoir la poignée, c'est ça. L'imprimante sert à ça aussi. Ouais, très bien. Est-ce que ça demande une organisation spéciale parce que le métier d'un retailer, c'est effectivement d'être dans la vente, dans la bonne présentation des produits. Là, finalement, les ateliers, est-ce que ça demande tu parlais d'une personne qui est un peu dédiée chez vous. Comment vous avez pensé l'organisation pour que ces ateliers vivent? En fait, réellement, l'organisation, elle est hyper simple. C'est dans le prolongement de notre activité, en fait. Le conseil, l'enchantement des clients, ils font partie de notre quotidien. Donc, et en plus, ça permet de mettre en valeur les compétences de nos équipes. Ouais. Donc, réellement, grande organisation, non. Une passion et on organise ça, c'est simple sur un planning. Très bien. Est-ce que vous avez des questions pour Kamel? Alors, il y a une question, Georges, peut-être, tu peux la poser? Je ne sais pas si Georges a du son, en tout cas, mais comment êtes-vous assuré?
Tu es là, Vous Georges? m'entendez? Oui, vous Oui, m'entendez? vas-y. Ok. Oui, vas-y. J'ai essayé de mettre ma vidéo, mais je n'y arrive pas. Donc, Georges de Start CAJ. Moi-même, j'ai un magasin, j'ai un atelier. Mon assureur me dit attention, quand tu prends un client avec toi pour lui faire une démo, pour peut-être faire quelque chose avec lui dans ton atelier, tu n'es pas assuré. Comment êtes-vous assuré avec un client particulier qui amène des amis à lui et qui va faire un travail, un gâteau, des couteaux, des outils? Comment vous êtes assuré? Sincèrement, je n'ai pas saisi ça. En fait, le sujet, c'est est-ce que ça nécessite d'avoir des assurances particulières parce que tu accueilles finalement du public. Il y a une autre personne qui va faire un atelier pour ce public-là. Alors, Georges, je pense que tu poses la question peut-être sur des outils un peu dangereux. Là, en l'occurrence, je n'ai pas vu d'endroit qui était particulièrement sensible. Mais donc voilà, est-ce que ça a demandé au magasin d'avoir une assurance particulière parce que vous accueillez des publics pour des ateliers? Réellement, c'est quand c'est un artisan ou un restaurateur, il a ses assurances. On a le nôtre, bien évidemment. Mais réellement, quand on fait un atelier assis sur une chaise, en toute honnêteté, il n'y a pas plus de risque de faire une vente assistée avec un vendeur. Je vais la compléter peut-être la question parce qu'on n'entendait pas bien Georges, mais je pense que l'idée de Georges, c'était aussi de savoir faire venir des prestataires. Est-ce que c'est des prestataires? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de concurrence peut-être aussi? Donc, ça peut être des prestataires, ça peut être des clients, ça peut être, mettre en relation comme ça des personnes extérieures avec vos clients. Est-ce que ça n'a pas un problème? Vous voulez dire de concurrence dans notre magasin? Bah oui, un prestataire qui vient, est-ce que ça peut poser problème? En toute honnêteté, non. Moi, je suis en relation avec une association qui font de la réparation de petits appareils. Franchement, c'est une question que je ne me suis pas forcément posée parce que le peu de réparations qu'ils vont faire en magasin, ça ne va pas changer le corps de l'histoire et ça ne va pas changer réellement en toute honnêteté, je ne me suis pas posé la question parce que je trouve que c'est tellement peu, c'est pas grand-chose en fait. C'est pas grand-chose, mais par contre, pour eux, c'est énorme. Donc, si on regarde si on regarde de cette façon-là, je pense que non, je crois qu'on ne se pose pas la question, honnêtement. Et peut-être avant de passer au sujet suivant, mais est-ce que vous vendez du café maintenant dans un magasin boulanger? C'est quand même assez du café au kilo. Est-ce que c'est des ventes couplées que vous allez multiplier, par exemple, je sais pas, du produit de lessive avec une machine à laver ou je sais pas, du dentifrice avec une brosse à dents électrique? Est-ce que c'est des choses que vous allez multiplier, que c'est un test ou comment ça se passe? C'est pas un test, c'est tout simplement de la vente additionnelle. Le café aujourd'hui au kilo, donc on l'a fait pendant un moment, mais avec le Covid, c'est un petit peu compliqué à gérer, donc on l'a mis entre parenthèses. Donc c'est vraiment au paquet aujourd'hui. Mais réellement, non, on fait, c'est de la vente additionnelle. Un client qui achète une machine à café, il a envie en rentrant chez lui, si c'est 19 h, d'avoir du café grain et de se faire plaisir ou tout de suite le lendemain matin. Donc, c'est plus un service, entre guillemets, que pour faire du chiffre d'affaires sur le café. Et à côté de ça, on met en valeur aussi nos artisans locaux. Voilà, le café, c'est Chapuis, c'est le café stéphanois. Voilà, c'est Chapuis, même si je vends d'autres marques. Hein. On a du Starbucks, on a d'autres marques. Mais réellement, j'achète une machine à café, je pars avec ma machine et j'ai envie d'essayer tout de suite. J'ai du café grain. Comme pour une machine à laver où c'est urgent. Je ne peux pas avec ma machine à laver où je me la fais livrer le lendemain parce qu'on a un service livraison le lendemain. Que la personne puisse avoir aussi de quoi utiliser son appareil. Ok. Bon. Si j'ai répondu à la question. C'est très bien. Parfait. Merci beaucoup. Merci Kamel pour le temps que tu nous as consacré. Je propose de passer maintenant au concept d'ID Kids et d'accueillir Virginie. Merci à vous. Ouais. Au revoir. Ouais. C'est un dernier concept justement pour présenter en fait toutes nos valeurs, qui est plein de parties scénographiques et de démos en fait conçues vraiment pour les enfants, vraiment à la hauteur aussi des enfants, pour qu'ils puissent tout toucher,
tout jouets et voilà. C'est un concept qui peut aller dans des magasins, tout à fait. Il y en a un deuxième en Espagne qui a été fait aussi comme ça. Après en France, pour l'instant, on n'a pas de date encore, mais bien sûr, ouais, ce sera nos futurs magasins. C'est un dépôt-vente en fait de vêtements d'occasion. Les clients qui sont porteurs de la carte de fidélité, en fait, qui peuvent déposer leurs vêtements d'occasion de la marque Okaïdi et Obaby au sein de notre magasin. Et ensuite, en fait, ils récoltent, donc on le met en vente avec des prix déjà prédéfinis. Et ensuite, ils récoltent l'argent sous forme de carte cadeau qui sera utilisée en fait dans le magasin. Et ils récoltent 100% en fait de l'argent. On va le faire plusieurs fois par an. En fait, à chaque changement de saison, en fait, ça leur permet en fait de vider leurs armoires et du coup de vendre en fait ce qui ne vont plus aux enfants. Vous avez aussi des idées troc pour les jouets et on fait aussi des idées troc pour les livres. C'est un espace conçu pour les enfants, du coup, pour en fait que les enfants soient à l'aise, puissent prendre des livres en fait et du coup lire les livres voilà, ou avec les parents ou avec les enfants. On a vraiment conçu en fait ce magasin pour que ce soit un vrai terrain de jeu et d'expérience en fait pour les enfants. Alors c'est un espace dédié pour les anniversaires. Donc c'est une salle anniversaire où on travaille avec la société Enjoy, qui est un partenariat. Ce sont des animateurs qui viennent pour faire des anniversaires pour les enfants. Sur réservation, voilà, tout à fait. Ils ont plusieurs thèmes, donc ils choisissent leur thème. Et du coup, les animateurs viennent pour 1 heure, 1 heure et demie, en fait, pour proposer l'anniversaire pour les enfants. Merci Virginie, bonjour. Bonjour. Tout va bien se passer. Virginie est un peu tendue de passer à la télé. Peut-être que vous pouvez peut-être nous dire d'abord, on va très focaliser sur on a vu qu'on a un parti pris très design dans le magasin, mais l'idée de notre échange là ce matin, c'est de parler en particulier d'idées troc qu'on a trouvé assez à la fois pertinent mais assez bien organisé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, c'est une conviction en fait de la marque ID Kids, en fait, de changer le monde depuis plusieurs années. Ça fait plus de 20 ans que le projet ID Kids We Act for Kids. Donc, c'est agir pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Et en fait, l'objectif de la ID Troc, c'est d'accompagner le renouvellement de l'armoire des enfants qui grandissent. Donc, du coup, les parents viennent nous déposer les vêtements trop petits de leurs enfants. Et ensuite, en fait, nous, on met tout en place, donc le merchandising, l'animation, pour en fait les mettre en vente. Et ensuite, les clients qui viennent acheter ces articles-là, donc déjà d'une, ils les ont à un prix très bas. Et du coup, les parents qui ont déposé les vêtements récoltent l'argent sous forme de carte cadeau. Et le dépôt donc, est réservé aux clients qui sont membres de la carte de fidélité. Et les articles sont reversés, l'argent est reversé à 100% en fait aux clients. Donc ça permet à la fois, effectivement, si on est plutôt motivé par le côté geste pour la planète et d'arriver effectivement finalement à aider à une économie circulaire, mais ce que j'entends dans ce que vous dites aussi, c'est aussi pour certains parents de faire des économies par rapport effectivement à on touche à la fois le budget finalement des familles et en même temps ceux qui ont envie de faire un geste pour la planète. C'est ça, ouais, tout à fait. On touche deux catégories là qui sont un peu différentes. Comment c'est apprécié par les clients? Est-ce que d'abord c'est assez facile pour eux de comprendre comment ils peuvent l'utiliser? Ils comprennent assez facilement le fonctionnement en fait, de l'ID Troc parce qu'en fait, en soi, ils ne s'occupent de pas grand-chose. C'est nous qui allons vérifier la qualité des produits et mettre tout en place. Ils le prennent très bien parce que justement, ils n'ont pas grand-chose en fait, à s'occuper à part après récolter l'argent. Ils sont aussi très ravis parce que du coup, ils vendent mieux que sur Vinted ou dans des braderies. Ils n'ont pas besoin de négocier ou des choses comme ça. Ils gagnent du temps. Ils gagnent beaucoup de temps, tout à fait. Et après, ça reste un service local. Donc ça aussi, ils sont aussi ravis de ce service-là. Et comme vous le disiez dans la vidéo, on parle effectivement d'habits, mais également d'autres produits sur lesquels vous avez quelque part des saisons ou des moments qui sont un peu différents. Alors, l'ID Troc, on fait l'ID Troc jouet.
En général, on le fait justement après Noël. Donc, comme ça permet aux familles en fait, de faire le tri en fait, sur les jouets de leurs enfants. Et comme ça, en fait, après, ils peuvent remettre en vente du coup, les jouets qui ne servent plus. Et du coup, ça permet d'avoir une seconde vie aux articles. Éléments de puriculture aussi, vous faites sur la partie troc, non? Non. Donc, on est sur habits et jouets. Et livres. Et livres aussi. Ouais, et actuellement, on a les livres qui marchent très, très bien. Parce que les livres, ça marche très bien aussi. Ça fait 6 mois que c'est en place. Est-ce que vous avez un premier retour, alors peut-être des chiffres, en tout cas vous, un retour d'expérience par rapport… Alors nous, sur notre magasin, non. Par contre, sur l'ID Kids Global France, depuis 2016, il y a 1 200 000 articles qui ont été vendus, donc ce qui est énorme, et qui ont trouvé du coup une seconde vie. D'accord, très bien. Et en moyenne, les clients, les familles, ils reçoivent une carte cadeau de 36 € en moyenne. D'accord, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette initiative d'ID Kids sur ID Troc? Moi, j'aurais peut-être une petite question sur quelle garantie vous apportez aux produits, parce que vous dites vous nettoyez, etc. Parce que bon, c'est vrai que sinon on va sur le bon coin et on vend et on peut se faire arnaquer. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a une garantie de l'enseigne par rapport aux produits vendus? Alors, on ne les nettoie pas, les vêtements. On demande aux clients à ce que les articles soient propres, lavés et repassés. Et ensuite, on va trier. C'est-à-dire que quand les clients nous apportent les articles, nous, on va garantir, on va regarder s'ils ne sont vraiment pas tachés, si les zips fonctionnent bien, s'il ne manque pas de boutons ou des choses comme ça. Parce que du coup, comme ce sont des articles de seconde main, ils ne sont ni repris ni échangés. Donc ça, on le dit aussi à chaque fois que quelqu'un achète un produit, on leur stipule bien en caisse comme quoi qu'il n'est ni repris ni échangé puisque c'est une seconde main. Mais il y a un contrôle qualité à chaque fois que les clients nous l'apportent en fait. D'accord. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut vous libérer, Virginie. Merci beaucoup pour votre merci temps. à vous. Et bonne journée. Et attention en vous levant, Oui, les blancs qui est là. Merci. Merci. Olivier, on peut passer maintenant au dernier cas qui est King Jouet. Alors on est dans le King Jouet, dans le centre commercial Saint-Étienne Style, qui est un tout nouveau centre commercial qui vient d'arriver sur Saint-Étienne. Et on a développé un nouveau concept de King Jouet à l'occasion de cette création de centre commercial. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de développer énormément le côté expérientiel du magasin, où on va retrouver beaucoup de jouets en démonstration, qui vont être sortis des boîtes, afin que le client s'approprie et l'enfant s'approprie les jouets et qu'il puisse vivre cette expérience dans le magasin. Ce qui était très intéressant, c'est de travailler sur déjà un coloris noir, alors qu'on retrouvait beaucoup du blanc avant dans nos King Jouets. Donc le noir, ça fait vraiment mettre en valeur les jouets qui sont déjà très colorés, au lieu de les perdre sur du blanc. Avec ce fond noir, on va vraiment avoir un ressorti des jouets qui est important. Donc on a recherché ça avec ce mobilier. On a aussi travaillé sur des gondoles qui sont basses, qui sont plus des rayonnages, où on va avoir une accessibilité du produit, une manière de tourner autour du produit qui est plus intéressante. Et enfin, on a aussi développé quelque chose qui est le stockage, qui aujourd'hui a disparu à la vue du client, qui donne une valeur esthétique plus importante dans le magasin. On va bien sûr respecter au maximum les précautions sanitaires avec du gel hydroalcoolique et puis essayer de pas trop toucher, donc on a des informations quand même qui viennent comme ça. Mais voilà, le principe de ces tables, c'est tu viens, on joue. Donc là, c'est clairement justement de sortir encore une fois les jouets de leur boîte et de permettre aux clients de vraiment s'approprier le produit et ça déclenche les achats encore plus facilement. La tanière des lionceaux. Donc là, l'esprit, c'est un endroit un petit peu de convivialité où on va inviter les enfants à manger une glace. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans un magasin de jouets traditionnel. Et on va les inciter à venir consommer cette glace en regardant le dessin animé qui est développé également par King Jouet, où on retrouve notre mascotte qui est le héros, le personnage principal du dessin animé. Et en même temps, c'est un espace où on va pouvoir aussi lire,
On a un espace de librairie, c'est un espace où voilà, on va pouvoir retrouver, c'est un espace dit de convivialité à l'intérieur du magasin. Aujourd'hui, on n'est plus dans la course au mètre carré, on va recentrer l'essentiel dans le magasin et ensuite on va pouvoir aller chercher de l'extension de gamme avec des bornes qui sont comme ça à la disposition du client et bien sûr accompagné d'un vendeur où on va aider les clients à aller chercher de l'extension de gamme. Et là, on a une offre sans limite. Tous les vendeurs sont équipés d'un petit smartphone connecté dans le magasin qui va permettre de reprendre ce qu'on retrouve sur la borne. Donc là, directement dans le rayon, on va pouvoir créer une commande et avoir accès à ce catalogue illimité qu'on a sur la borne également. Et le smartphone va aussi permettre aux vendeurs d'avoir des informations sur les jeux. Par exemple, là, on est dans le rayon des jeux de société où il y a une offre qui est très large et un très grand nombre de jeux. On va pouvoir facilement scanner un produit et obtenir une mine d'informations sur le jeu qu'on va pouvoir restituer au client avec cette aide numérique. Donc là, on est dans l'espace qui va être dédié au Ship from Store. On va pouvoir donc sur un produit qui ne va pas être disponible à la commande en ligne, mais qui du coup est quand même disponible dans un magasin. On va venir gratter ce produit dans le magasin et l'expédier directement chez le client. Donc là, on a une commande par exemple qui est en cours. Voilà, donc cette personne, elle a commandé cet article qui n'était plus disponible en ligne, mais il était dans mon magasin et donc je vais pouvoir moi lui l'expédier pour pallier à ce problème. Bonjour Laurent, merci, merci d'être là. Je précise que Laurent est en congé aujourd'hui, spécialement pour le Hub Retail. Merci à toi. C'est un plaisir. Voilà, il nous a effectivement rejoint. Alors, vous avez vu, c'est assez dense hein, sur ce magasin King Jouet. Il y a en fait plein d'éléments qu'on pourrait arriver à partager avec toi, Laurent. Peut-être le premier point qui est assez étonnant, c'est ce côté que je vais appeler magasin augmenté, c'est-à-dire, comme tu disais très justement dans le petit film et dans la vidéo, aujourd'hui, on n'est plus dans une course au mètre carré et vraiment, vous allez chercher dans ce concept-là, au-delà du convivial qu'on a vu, hein, et c'est de se dire comment je vais concentrer l'expérience de mes clients et finalement, je vais avoir un magasin qui va être sur le digital assez étendu, mais moi, dans le magasin, je peux avoir l'essentiel finalement et me concentrer sur l'expérience. C'est vraiment ça ce qu'il faut retenir. C'est vraiment ça l'esprit. Voilà, on vise sur l'indispensable magasin et ensuite par contre on propose une extension extraordinaire via du digital. Côté équipe, est-ce que c'est finalement une nouvelle manière de faire du commerce hein, et de se dire qu'on concentre peut-être un peu plus de temps sur le service, sur le conseil hein, tu expliquais la capacité de scanner n'importe quel QR code dans le magasin et d'avoir accès à des fiches. Finalement, le digital, il est bien utilisé, c'est-à-dire il est utilisé pour en autonomie, le client qui a capacité à avoir la partie étendue, ça veut dire que les collaborateurs ont peut-être plus de temps aussi à consacrer à la fois le bon arrangement du magasin, mais aussi aux clients. C'est exactement ça. Voilà. Donc là, on va chercher des vendeurs où on va justement, on sait qu'aujourd'hui, c'est facile de commander sur Internet et le client, quand il se déplace en magasin, il veut un conseil. Il veut quelqu'un, donc là, c'est justement moins de mètres carrés, moins de rangement, peut-être moins de références à traiter, mais par contre, du coup, une disponibilité plus importante pour les clients. Donc là, on va rechercher des profils vendeurs dynamiques et vraiment orientés clients et plus des agents de merch. Ouais. Donc ça change vraiment la manière de recruter effectivement les équipes. Et de les former pour les équipes qui étaient déjà existantes, où on va créer une formation et reprendre tous ces basiques avec vraiment des top accueils, prolongés, prendre du temps avec son client. Y compris, j'imagine que le smartphone, alors on a vu que ça avait l'air assez simple, mais j'imagine qu'il faut aussi accompagner à la bonne usage des bornes digitales qu'on trouve un peu partout dans le magasin, comme des petits smartphones, effectivement, que chacun a. Donc là aussi, on a des formations avec des personnes qui sont expertes sur chaque point. Et ensuite, on fait des petites formations via des Teams ou des choses comme ça. Et on va apporter de la formation régulière et nourrir ce côté digital pour que tous nos collaborateurs
eh bien, maîtrise complètement l'outil et ne rate pas une information ou une nouveauté qui va venir se greffer dans ce digital. Alors, le magasin de King Jouet Style, en fait, il n'a pas ouvert au moment de l'inauguration, qui était le mi-septembre. Vous avez ouvert de manière décalée. Et quelque part, ton magasin, il a d'abord fonctionné avec les commandes Internet. C'est ça, il a directement, là, il a ouvert en click and collect. Il a ouvert en click and collect. Voilà. Donc, pendant un mois, je crois. Quasiment un mois, Ouais. voilà, c'est ça. Donc là, on a eu un peu de difficulté par rapport au fait que les gens n'avaient pas forcément, connaissaient pas le magasin. Donc voilà, mais via notre site internet, quand ils sélectionnaient les articles, ils ont rapidement trouvé notre point de vente et on a pu faire du drive piéton sur Style. Excellent. Et enfin, dernière nouveauté que tu as expérimenté aussi dans ton magasin, c'est le Ship From Store, ce fameux Ship From Store alors, qui n'est par exemple pas proposé pendant, je crois, le premier confinement au printemps, qui a été développé rapidement par King Jouet. Comment là aussi, à l'intérieur du magasin, vous vivez cette organisation? Parce que finalement, vous devenez aussi expéditeur de commandes. Est-ce que tu peux, nous résumer un peu le principe? Ouais. Et deux, effectivement, de voir comment vous êtes organisé à l'intérieur des équipes pour assurer ça. D'accord. Donc là, formation aussi, ça passe toujours, voilà, découverte d'un nouvel item, donc de la formation sur ça. Parce qu'il faut une table dédiée à ce traitement, un petit peu de matériel, des cartons, voilà, Ouais. donc un petit peu de matériel à mettre en place. Et après, en fait, une petite formation informatique pour traiter ce nouveau sujet. Ça se fait assez facilement. Assez facilement, au final. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est l'objectif, c'était de gagner deux choses. D'abord, de la disponibilité sur des produits qui éventuellement seraient en rupture sur un stock qui est réservé à la vente en ligne. Et là, du coup, au lieu d'afficher une rupture, comme le magasin a encore ce produit disponible, pouvoir pallier à cette rupture via le stock magasin. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui n'est pas négligeable, c'est le coût logistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on avait un client qui commandait un article en ligne, l'article part de notre centrale pour aller jusqu'à la périphérie stéphanoise, par exemple. Donc là, un coût de transport qui est important. On parle aussi d'écologie, donc il y a un coût et il y a aussi un souci d'aller vers du plus écologique. Et là, du coup, le produit qui est commandé en ligne, au lieu de partir de la centrale jusqu'à Saint-Étienne, il va de Saint-Étienne à Saint-Étienne. Ludovic, et comme Stéphane est présent, peut-être tu veux ajouter un mot, Stéphane? Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane? En fait, il fait semblant d'être là. Ouais. Bonjour tout le monde. Teddy est plutôt chouette. Ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que la genèse du projet est assez particulière puisque il y a à peu près un an, avec l'équipe, on était en train de travailler plutôt sur un sujet de mise en place d'une marque. Coupe ta vidéo. Et on a effectué un pivot complet en l'espace de quelques semaines. Coupe ma vidéo, c'est ça? Oui, parce que là, ça coupe le son sinon. Non, ça va. Ah, d'accord. Ah bon. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que ça. Attends, je vais couper la vidéo. Voilà. Ouais. Ce que je disais, donc, c'est qu'on a effectué un pivot dans notre roadmap et donc on a pris la décision en quelques semaines de laisser tomber ce projet Marketplace et de basculer sur ce projet Ship From Store. Donc, ça veut dire concrètement, on l'a lancé au mois de fin mai, début juin et il était live en novembre. Donc, ce qui est un timing relativement short. Donc, on a dû se relever les manches. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt notre tambouille et notre sauce. Et ce qui a été plutôt remarquable, c'est la façon dont les équipes en magasin ont su assez rapidement s'approprier le sujet. Tout a été expliqué. Là-dessus, je ne vais pas revenir dessus. Mais qui sont à l'aise avec ce sujet et qui sont friands et demandeurs de ce type de nouvelles sources de chiffre d'affaires. Donc, moi, je tire un grand coup de chapeau au magasin parce que, quelque part, le plus dur n'était pas forcément de développer le projet. Alors, je ne dis pas que c'était facile, mais c'était surtout de faire en sorte qu'il y ait une implication maximum des magasins et une prise en main du sujet assez rapide. Et ça a été plutôt un vrai succès. Voilà, donc, encore une fois, un grand coup de chapeau aux équipes en magasin. Et ce que je vais simplement dire pour boucler, c'est qu'au final, on parle beaucoup de digital, mais en tout cas, chez King Jouet, le digital, il n'existe que parce qu'il y a des gens en magasin pour l'exécuter. Que ce soit du Ship From Store, que ce soit des commandes qui sont réservées en magasin, enfin en ligne pour être retirées en magasin. Si le magasin n'est pas au rendez-vous au milieu de tout ça ne fonctionne pas. Donc,
Finalement, le digital est juste un moyen de créer du trafic en magasin, charge le magasin derrière de transformer l'essai, comme on dit en rugby. Donc voilà, donc encore une fois, un grand coup de chapeau, et puis on est plutôt content de la tournure que ça a pu prendre. Merci Stéphane. Est-ce D'autres que questions? vous avez encore des questions pour notre invité? Peut-être, Maxence, tu veux rajouter quelque chose pour le Figital, puisque je vois que tu boues. Non, pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on est dans un monde où effectivement, Ludovic le disait, hein, un consommateur qui vient en magasin et qui ne trouve pas ce qu'il cherche, c'est comme si on l'offrait à un concurrent. Voilà, donc c'est important d'avoir ce genre d'outils pour faire en sorte de garder un maximum les clients chez soi et de pouvoir leur offrir les produits même si on n'a pas le stock en magasin. Parce que c'est pas possible d'avoir tout le stock en magasin, c'est par rapport à des pure players qui ont des centaines de millions de références, c'est impossible. Il y a un micro là, il y a un micro. Oui, Alain Rioux pour la revue du digital. J'aurais voulu savoir c'est super ce que fait KingJouet. Quel est l'impact sur les ventes en pourcentage d'augmentation? Je vois pas qui c'est. Alors sur l'augmentation, c'est une année qui était 2020 qui était quand même assez atypique, donc c'est un peu compliqué de vous répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur le dernier trimestre, les ventes KingJouet ont été portées par à peu près un quart par le digital. Donc pour le dire autrement, 25% du chiffre d'affaires réalisé sur le dernier trimestre, c'est fait au travers du digital. Ok. D'autres questions? Ludovic? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va libérer Laurent. Merci encore d'être avec nous ce matin. Merci Laurent. Merci à vous. Salut Laurent. Merci Stéphane. Ciao. Voilà. Voilà. Olivier, je te laisse la main. On met le petit mot de la fin. On va... De la fin, ou est-ce que de manière générale, il y a d'autres questions en dehors de KingJouet en particulier, peut-être avant de conclure? Vas-y, Antoine. J'en ai une. Ludovic, quel a été ton rôle et votre rôle au global sur ce projet, au-delà de ce qu'on s'est dit? Réellement, en fait, on a commencé avec Style, j'allais dire même avec Apsys d'abord. C'est-à-dire Style n'existait pas. Il y avait juste un nom qui avait été choisi. Et donc, on a commencé, nous, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, à gérer à la fois le pré-lancement du projet, c'est-à-dire de se dire, finalement, comme on le disait dans la petite vidéo d'introduction, c'était un projet qui était aussi un peu controversé à Saint-Étienne, parce que le centre-ville, le commerce, comment on va gérer ça. En fait, notre boulot à nous, ça a été de créer la communication. Donc, toutes les images, le claim que vous avez vu ici, vous êtes ailleurs, c'est les équipes effectivement d'Altaviaora qui l'ont créé. Et on a eu un parti pris très coloré. Justement, souvent on dit Saint-Étienne, Ville-Noire, etc. Ce qui n'est pas le cas, puisque si vous avez la chance de venir à Saint-Étienne, vous verrez que en manière notamment urbain, de mobilier urbain, il y a beaucoup de couleurs à Saint-Étienne. Et on s'est dit, avec Style, on a envie de prendre un parti pris très festif, très coloré, parce qu'on sait que ça va, ici vous êtes ailleurs, ce n'est pas un hasard ce qu'on a choisi, c'est vraiment le côté destination. Ça va devenir pour les habitants de la Loire, et Jocelyn le disait en intro, hein, l'enjeu de Style, c'est d'éviter l'évasion commerciale qui se situait principalement dans le Rhône. Hein. Donc comment on garde nos consommateurs stéphanois à Saint-Étienne, voire, mais ce qui n'était pas vraiment l'objectif de Style, voire d'arriver à capter effectivement des nouveaux consommateurs qui n'habitent pas nécessairement dans la Loire. Donc voilà, notre boulot, ça a été sur le pré-lancement. Donc faire exister, on faisait beaucoup d'Instagram, on a cartonné sur Instagram, ce qui est assez rare sur les centres commerciaux, et notamment pour montrer comment le projet avançait, le chantier. Donc on a fait des visites de chantier. Et on a vu petit à petit la communauté comme ça grossir énormément, jusqu'à 30 000, aujourd'hui 30 000 abonnés, on est parti de 0. Vraiment très réseaux sociaux pour démarrer. Puis après, il y a le lancement. Et là, le lancement, c'est le tram stéphanois qui est aux couleurs de Style. C'est les affiches partout aux couleurs de Style dans la ville.
Donc là, nous, on a été plutôt en conception et en production de tous les dispositifs derrière. Et on continue à animer du coup les réseaux sociaux aujourd'hui. Merci. Merci. Ce qui veut dire, pour reprendre ton propos, Ludovic, c'est qu'en fait, bon, moi j'étais surpris de voir Style qui est quasiment en centre-ville. J'exagère, mais il est collé dans la ville. C'est vrai qu'on critique souvent les centres commerciaux au sens large par rapport au commerce de centre-ville. C'est que là, il est là pour, Style a été fait, entre autres, pour garder la clientèle sur le bassin stéphanois. Donc, toi, tu penses que le commerce de centre-ville en bénéficie plutôt qu'en pâtit? Écoute, je n'ai pas les statistiques autour de ça. En tout cas, il y a une proximité entre Style et les commerçants stéphanois. Et d'ailleurs, Jocelyn rappelle toujours qu'en fait, à Style, c'est des commerçants stéphanois. Donc, il faut voir ce qu'on appelle commerçants stéphanois, parce qu'effectivement, beaucoup de commerçants stéphanois ont ouvert, pour certains, un deuxième magasin ici, effectivement, à Style. Donc, ce sont des commerçants stéphanois. Et la deuxième chose, c'est qu'en période notamment de confinement et de réouverture là, après, au mois de janvier, on a par exemple créé pour Style et l'association des commerçants de centre-ville, on a créé une campagne commune qui a été diffusée dans le Progrès, donc qui est le Canard, le journal local. On a fait une campagne où en fait l'association de commerçants disait revenez vers les commerces, faites exister nos emplois et allez à Style. Et Style avait une campagne qui est de dire faites fonctionner notre commerce, faites fonctionner nos emplois et allez au centre-ville de Saint-Étienne. Donc, à un moment donné, c'est aussi la question de comment tu dépasses le sujet de je suis en hypercentre ou je suis un centre commercial, mais comment ensemble, on lutte contre l'évasion, effectivement, des Stéphanois. Ok. Je peux peut-être lancer la vidéo finale et puis on se reparle après. Allez. Et je vais libérer Laurent. Allez, merci. Salut, bon congé. Bonne journée, merci. Ciao, je t'envoie la vidéo. J'espère que ce qu'on a pu vous montrer ce matin dans cette matinale du Hub Retail vous a plu, vous a aussi peut-être donné des idées. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce qu'on a vu ensemble ce matin, c'est le côté des concepts de magasins qui vont de plus en plus vers l'expérience client. On a le droit de toucher, on a le droit de faire des choses au-delà de l'acte d'achat dans les magasins, faire de la cuisine, partager des bonnes pratiques, essayer des outils. Bref, l'expérience a bien toute sa place et le magasin est toujours bien vivant grâce à ces nouveaux concepts. On a pu visiter tous ces magasins. Moi, je retiens une chose principale, c'est vraiment l'ancrage local des magasins, le travail avec des partenaires locaux et la mise en avant de toute cette richesse de la région.